Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. On va écouter aujourd'hui 10 histoires mystiques. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour ou bonsoir, DMG et toute la communauté DMG. C'est la citoyenne africaine. Aujourd'hui, s'il y a encore des sœurs ou des frères qui doutent de l'existence des revenants, cette histoire va contribuer dans le lot de ces histoires précédentes qui nous ont parlé de tels phénomènes. Ainsi, peut-être cela pousserait les sceptiques à y croire. Un écrivain sénégalais, Birago Diop, disait « Les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous ». J'ai tendance à le croire et je crois même à la réincarnation. Ceci dit, je m'en vais vous raconter l'histoire d'un cousin décédé qui a fait plusieurs réapparitions après son décès. D'abord, il est décédé d'une maladie subite. Quand il a fini de construire une très belle maison, et c'était un transitaire. Il a été pris de maux de tête pendant longtemps et ça l'a ramené finalement dans le coma. On a vu du côté de l'hôpital qui soutenait que c'était un problème de méningite, mais il n'en est rien. Les praticiens nous expliquaient également que c'était quelque chose de mystique. Toutefois, mon cousin lui-même disait à mon père, qui est son oncle, « Prends soin de ma cousine, à savoir moi-même, parce que j'ai peur que ce qui m'arrive, ce qu'ils m'ont fait, qu'il la lui fasse un jour. » Au moment où je vous parle, je suis devenue une personne maladive, mais ça ne m'empêche pas de vivre, parce que je prends toutes choses avec philosophie. Des fois, je pense à lui en me disant peut-être qu'il me mettait en garde. Dans tous les cas, pour ne pas trop m'étaler, il a fini par décéder de son coma. Et j'avais vu d'ailleurs en rêve son décès. Et une fois que j'avais fini de raconter son décès, le téléphone avait sonné et on nous faisait savoir qu'il était décédé. Mais le problème, c'est qu'après son décès, et il apparaissait. C'est sa mère qui l'a vu une première fois venir dans sa chambre comme s'il revenait du travail, comme il avait l'habitude de le faire. Rentrer du travail, rentrer dans sa chambre et saluer sa maman. Et il est rentré, mais sans rien lui dire, a déposé son sac et puis est sorti. Sa maman a crié et ça a alerté la famille. Elle a raconté ce qu'elle avait vu. Moi, personnellement, avec mon esprit cartésien, je ne l'aurais pas cru si moi-même je n'avais pas eu ma dose. Parce qu'au-delà de rêver de lui, 3 jours après son décès, j'étais avec sa petite fille, la dernière qu'il avait eue avant son décès, qui avait dans les 2 ans, 3 ans. Et on était devant la maison de mon grand-père paternel. Non loin,
de l'endroit où mon cousin avait sa maison. Et ce qui s'est posé, c'est que un monsieur, trait pour trait, moi-même, j'étais tellement dépassée par la situation quand j'ai vu ce monsieur, que je ne peux dire autre que être mon cousin, qui lui ressemblait en tout cas comme 2 gouttes d'eau, si ce n'est son jumeau alors. Il n'avait pas de jumeaux, donc je constate et je persiste à dire que c'était lui. Et sa fille aussi qui me disait « Regarde papa ». Et ça m'a touché, le fait que la petite fille me dit « Regarde papa, tout ça ». Et je prenais son visage et je le mettais sur ma poitrine pour qu'elle ne regarde pas. Le monsieur, il n'a rien dit, il nous a fixé longtemps. Il a eu un petit sourire, après il est parti. Je le regardais partir jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. J'ai raconté alors l'histoire à la mère de mon cousin défunt pour lui dire « Je te crois » parce que moi aussi j'ai eu ma dose. Et comme si cela ne suffisait pas, il est réapparu à la mosquée où il avait l'habitude de prier le matin. Et l'imam a dit « Mais il a prié tel jour ici ?» On lui a dit « Mais vous savez qu'il est décédé. Donc, s'il a prié avec vous, donc vous avez prié avec un mort. » Moralité de l'affaire, c'est que moi j'ai l'impression, ou en tout cas mon court esprit me fait croire qu'il était revenu pour nous dire que son décès avait des équivoques. Parce que quand il était malade, il disait souvent, en retenant sa tête entre ses mains, « Mes demi-frères et mes demi-sœurs vont me tuer. Mes demi-frères et mes demi-sœurs vont me tuer. Ils sont jaloux de moi. » Il disait à mon père, « Tonton, dis-leur de ne pas me faire ça. » Et mon père croyait qu'il délirait. Parce que le père de mon défunt cousin, lui-même fils de ma tante, son père avait plusieurs femmes. Il était polygame. Donc, sa première femme, mon cousin accusait les enfants de sa première femme. Comme quoi, il lui voulait du mal, qu'ils vont me tuer à cause de ma richesse. Il était transitaire, il était bien riche. Et pourtant, il faisait tout pour eux. Et ironie du sort, la religion musulmane a parfois un côté que je n'apprécie pas, bien étant musulman. Le fait que, je dirais même peut-être que c'est une culture, plus qu'une religion. Peut-être que c'est une sunna, comme on dit dans la religion musulmane. Que finalement, certaines personnes, après leur décès, leur femme ne sort pas de la maison, c'est le petit frère ou le grand frère qui en hérite. C'est quoi cette affaire-là? Alors que les gens n'étaient pas amoureux de leur vivant. Donc pourquoi finalement prendre la femme d'autrui après son décès? C'est ce qui est arrivé à mon cousin. Sa femme, qui était la dernière personne à l'avoir vu le jour qu'il tombait dans le coma, était venue avec ce demi-frère souvent accusé, voir mon père pour lui dire que mon cousin était dans le coma. C'est ce demi-frère qui a repris la femme de mon cousin. Je ne leur parle plus jusqu'à maintenant. Les deux. Parce que je me dis que peut-être qu'il y avait l'amour avant le décès de mon cousin. Et c'était vraiment un couple malvenu, quoi. Alors qu'on accusait le demi-frère. Dès lors, il avait souvent accusé ces gens-là de lui avoir fait du mal jusqu'à son décès. Je pense qu'il revenait, il faisait des réapparitions pour nous dire que finalement, sa mort était due à quelque chose. Et après la mosquée, il a cessé de réapparaître parce que moi, j'ai rêvé de lui une dernière fois où il me disait que là où il est très bien. Et d'ailleurs, je remarquais dans le rêve qu'il était dans de bonnes conditions. Donc cela m'a soulagée et voilà. Pour les gens qui sont sceptiques quant aux histoires de revenants, croyez à la chose avant que la chose ne vienne vous dire. Parce que moi, je n'y croyais pas, mais la chose est venue me dire. Les histoires qu'on vous raconte sont des histoires pour vous réveiller, vous secouer de vos naïvetés. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre pour raconter des histoires comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire, mais quand même, donner de l'importance à ces histoires et les efforts que les gens font pour vous raconter ces histoires. Ceci dit, likez, commentez, partagez et faites évoluer la communauté DMG. Voilà, à bon entendeur, salut, au plaisir d'une autre histoire, ici la citoyenne africaine.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Coucou, bonjour DMG TV, comment vas-tu? Alors, je te raconte une petite histoire qui concerne les filles de ménage. Alors, je prends une dame pour garder mon fils, une nounou, et le premier jour qu'elle vient à la maison, elle pleure. Je vais dans la cuisine, je la trouve en train de pleurer, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et après, je dis, mais qu'est-ce que tu as en fait? Pourquoi tu pleures? Elle me dit qu'en venant chez moi, elle a perdu son porte-monnaie, elle avait son téléphone là-dedans, elle avait sa pièce d'identité et de l'argent. Je dis, t'avais combien dedans? Elle me dit 1500. Je dis, bon, d'accord. Et c'est pour ça que tu pleures? Elle me dit, oui. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le téléphone, on t'apportera un téléphone demain. Ta pièce d'identité, tu iras au commissariat, faire une déclaration de perte. Et puis après, tu pourras faire une autre pièce. Ça te va? Je te rembourserai tes 1500. Ça te va? Elle dit, oui, madame, ça me va. Je dis, ok. Alors, 3 jours après, je fais un songe dans lequel je vois la maison qui devient noire, l'obscurité totale dans toute la maison. Et mon fils, dans le songe, dans le rêve, mon fils, il était au salon et il court, il avait 3 ans, il court, il vient se blottir dans mes bras dans le lit et je la vois qui sort de son corps, elle est sortie de son corps et elle se regardait, et tout. Je dis, mais c'est quoi ce rêve? Et donc, je la vois qui vient vers ma chambre. Je lui dis, écoute, donne-moi mon téléphone, je vais appeler le pasteur. Elle dit non, que tu n'appelles pas le pasteur. Je dis, mais donne-moi mon téléphone. Bon, si tu ne veux pas que j'appelle le pasteur, j'appelle au moins ma maman. Elle me dit non, que je ne te donne pas de téléphone. Et donc, je me suis débattue. J'ai crié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et ça ne sortait pas. Et la dernière fois, quand j'ai dit au nom de Jésus, je me suis réveillée. Je dis, mais c'est quoi ce songe? La maison est devenue toute sombre. Ça veut dire quoi? Donc, clopi-clopant, les mois passent et tout se bloque autour de moi. Tout se bloque, tous mes virements internationaux, tout se bloque autour de moi. Mon activité ne tournait plus, mais je ne comprenais pas en fait. Et après, j'avais commencé à accumuler, je n'arrivais pas à la payer. Donc j'ai fait 3 mois même sans la payer. Elle a fait 9 mois avec moi. Et j'en pouvais plus. Et je dis, bon, ok, je vais aller parler au pasteur, je vais lui expliquer, parce que j'avais commencé à toucher mes économies. Et donc, je vais voir le pasteur, je lui explique la situation. Il me dit, apporte-moi ta femme de ménage. Je dis, ma femme de ménage, elle a quoi à voir avec tout ça, mon pasteur et tout ça? Il dit, apporte-moi ta femme de ménage. Et puis, réfléchis bien. Est-ce que tu n'as pas eu un signe? Je dis, non, je n'ai pas eu de signe. Et il dit, toi, Dieu te parle au travers des songes. Alors, va t'asseoir et réfléchis bien si tu n'as pas eu un signe, un message dans ton rêve, quelque chose comme ça. Donc, je vais m'asseoir et je me souviens du songe. Je dis, ah, pasteur, je me rappelle que quand je l'ai prise 3 jours après, là, il y avait l'obscurité totale dans la maison. Il m'a dit, c'est ce que Dieu t'avait prévenu en fait. Et je l'ai vu sortir de son corps. Il dit, oui, tu as une sorcière chez toi. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et donc, en même temps, à la maison, j'étais en location. Ma maison était en construction, donc j'étais en location. Et les fosses septiques, j'étais au rez-de-chaussée. Et les regards, tous les regards, que ce soit à la cour arrière ou la cour avant, sortaient, ça suintait. Mais il y avait une odeur nauséabonde dans la maison, c'était invivable. Et quand j'ai fini ma maison, on a déménagé et tout. Et c'est là que c'était encore pire. Et donc, quand le pasteur me dit ça, j'explique au pasteur, il me dit, c'est ta femme de ménage qui te bloque tout. Donc, je la fais venir, je vais la chercher, je ne lui dis pas qu'on part à l'église, je lui dis, accompagne-moi quelque part que j'ai des courses à faire, j'ai oublié de prendre un truc. Et je lui dis, mais tiens, je vais faire un détour, je vais passer par l'église, tu m'accompagnes, on fait un truc vite fait, je vois le pasteur rapidement, tu viens. Elle ne voulait pas rentrer dans l'église.
Je dis, mais non, viens, enfin, tu vas pas rester dans la voiture et tout. Il fait chaud, machin. Et donc, elle descend, elle me suit. Mais toute fâchée. Et donc, le pasteur n'a même pas eu besoin de discuter avec elle. Il a regardé, il lui a posé 2, 3 questions. Et après, il me dit, il faut la renvoyer. Si tu la gardes à la maison, c'est pas bien, surtout qu'elle reste avec l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'elle peut faire à l'enfant. Et c'est bizarre, elle se plaignait tout le temps, elle me dit, Madame, je ne comprends pas comment je veux dormir. Votre fils, il vient toujours siffler dans mes oreilles parce que je lui avais acheté un vuvuzela. Je crois que c'était dans la période de la canne, un truc comme ça. Je lui avais acheté un vuvuzela. Et donc, chaque fois qu'il la voyait dormir, il partait siffler dans ses oreilles. Vroom, vroom, vroom. Et donc, c'est après que j'ai dit, mais en fait, le petit, certainement qu'il voyait ce qu'elle faisait, il ne voulait pas qu'elle dorme. C'est pour ça qu'il la réveillait tout le temps pour qu'elle reste en éveil. Il ne voulait pas qu'elle dorme. Alors, je vous assure, j'appelle un pote. Je lui dis, écoute, je lui explique la situation. Je suis vraiment coincée, je suis dans la merde. J'ai besoin que tu me passes de l'argent pour que je libère cette fille de ménage. Dès que mes trucs se débloquent, je te rembourse. Et donc, le même soir et tout, il me fait venir les sous. Et le lendemain matin, non, mais non, le lendemain matin, j'avais renversé de l'huile dans toute la maison. Le pasteur est venu le soir, il a prié. On a versé de l'huile dans toute la maison et tout. Le lendemain matin, elle n'a pas fait le ménage. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Elle dit, mais tu as versé de l'huile partout. Le pasteur a versé de l'huile partout. Je ne peux pas toucher cette huile-là. Je dis, mais comment ça, tu ne peux pas toucher cette huile-là? Habituellement, on verse l'huile ici, tu nettoies. Non, pourquoi cette huile, tu ne veux pas la toucher? Il faut me la nettoyer. Et donc, elle nettoie l'huile. Et entre-temps, elle a appelé ma tante pour lui dire, ah, que le pasteur est venu prier dans la maison. Moi, je suis tombée. Quand je suis sortie de la maison, je suis tombée, donc je ne nettoie pas. C'est plus tard que ma tante m'explique. Et donc, je lui dis, écoute, tiens ton argent, on se sépare. Et donc, c'était un mardi, le mardi du mardi gras de la fête des enfants du carnaval. Je la libère un mardi. Le jeudi, je reçois un appel, on me dit, ah, madame, nous avons fait vos virements et tout. Nous sommes désolés pour les désagréments. Je dis, mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle me dit, non, vos chiffres bancaires étaient mélangés. Je dis, comment ça, mes chiffres bancaires étaient mélangés? Elle dit, oui, mais madame, nous sommes désolés, on ne comprend pas, vos chiffres bancaires étaient mélangés. Et le jeudi, j'ai reçu, le vendredi, je suis allée, j'ai vérifié mes comptes et tout, mon argent était positionné. Donc, après, je vais voir ma tante, je lui explique un peu la situation et tout. Elle me dit, oh, mais celle-là, tout le monde savait qu'elle était sorcière. Je dis, mais comment ça, tout le monde savait qu'elle était sorcière? Toi, tu sais qu'il y a une sorcière chez moi et tu ne me dis pas et elle garde mon enfant? Eh ben, dis donc, c'est tellement étrange. J'ai dit, ben, ok, il n'y a pas de souci. Ben, elle n'est plus là. Donc, faisons vraiment attention à toutes les filles de ménage que nous prenons et toujours les emmener, je dis, hein, toujours les emmener vers le pasteur pour qu'on les scanne parce qu'on ne sait pas qui ont fait rentrer chez nous. Pendant 9 mois, mes finances étaient bloquées à tous les niveaux. Dès que je l'ai libéré, 2 jours après, mes virements se sont débloqués. Donc voilà, merci DMG et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Coucou DMG, comment vas-tu? Je reviens encore avec une autre histoire. À l'époque, je vivais avec mon époux. C'était mon compagnon avant de devenir mon époux. Et je fais un rêve. Dans le rêve, on me poursuivait. C'était un homme fort, grand, costaud, robuste comme ça, noir, qui me poursuivait, il me poursuivait, il me poursuivait. Et là, je trouve ma maison d'enfance, je rentre dans cette maison et je vais me cacher sous le lit. Après, je vois mon cousin qui vient et qui parle avec le gars. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux à ma petite sœur? Le gars lui dit, c'est ta petite sœur. Il dit, oui, c'est ma petite sœur. Et donc, il me lance un sale regard. Il me dit, tu as la chance que tu es sa petite sœur. Sinon, tu allais voir ce que je t'aurais fait. Tu allais voir ce que j'allais te faire. Et donc, je me réveille. Je dis, chérie, j'ai fait un mauvais rêve.
Il dit lequel? Je lui relate le rêve. Il me dit, oh, toi et tes rêves. Oh là là. Je dis non, il était trop réaliste celui-là. Euh, S'il te plaît, au retour du travail, achète-moi un test de grossesse. Il a dit d'accord. Donc à son retour, il a même ramené 2 tests. Et donc je fais le premier test, il est positif. Le lendemain matin, de bonne heure, je fais le deuxième test. Je vais à l'hôpital, je découvre que je suis enceinte de 2 mois. Je dis mais c'est pas possible, j'ai eu mes règles en fait. Et c'est ce que même mon mari disait, il dit mais t'as eu tes règles, c'est pas possible. Je dis ben voilà, c'est possible, j'ai eu mes règles pendant 2 mois, je savais pas. Donc si je n'avais pas fait ce rêve, j'aurais jamais su que j'étais enceinte, que j'étais enceinte et j'aurais certainement perdu mon bébé. Voilà. Aujourd'hui, mon fils, il a 10 ans et tout se passe bien. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Mes salutations les plus élevées à vous et à toute la communauté DMG. C'est la citoyenne africaine, quelque part en Europe. Je me pose la question d'ailleurs s'il ne faut pas que je me surnomme à nouveau la citoyenne européenne ou internationale. En tout cas, comme on dit, le métier fait son homme, mais aussi le métier fait sa femme. Alors je vais essayer d'être moins bavarde pour aller à l'essentiel. Cette histoire que je m'en vais vous raconter est une histoire qui me concerne encore. Parce que je ferai vœu de foi que chaque fois que je ferai une histoire au profit de votre chaîne, je serai toujours penchée pour une histoire m'ayant arrivé ou ayant arrivé à ma famille ou mon entourage proche, afin d'éviter les on m'a dit, ce en quoi je suis témoin ou très proche témoin. Oui, ce sont ces histoires-là que je m'en vais vous raconter, ces histoires mystiques. Il était une fois, mais une fois vraie. J'étais en classe de BFM. Ceux qui entendront BFM sauront de quel pays il s'agit, parce que l'appellation diffère d'un pays à un autre. Mais en tout cas, c'est le brevet de fin d'études de collège, au niveau du collège. Et j'avais fait cet examen et je me suis rendue dans une autre région, ma région natale, ma région maternelle et là où j'ai grandi. Souvent, je dis lors de mes histoires, la maison de ma grand-mère, parce que beaucoup de choses se sont passées là-bas et il faut savoir que je viens de là-bas, donc mes racines sont là-bas et mes histoires sont souvent passées là-bas. J'avais une amie du même âge, une copine d'enfance, qui, je me rappelle un jour, quand on jouait dans la maison familiale, avait dit devant ma grand-mère, paix à son âme, ma grand-mère, que sa grand-mère à elle, c'est-à-dire la grand-mère de la copine d'enfance, était une sorcière. Quand elle a dit cela, je me suis dit, bah, tiens, donc toi aussi, tu es une sorcière. Parce que j'ai un peu ce côté direct, ce tempérament. Et ma grand-mère n'a rien dit. Quand elle est rentrée, ma grand-mère m'a appelé, m'a dit, écoute, la prochaine fois, sois moins directe. Moi, ça fait longtemps que la maison familiale est ici. Et je connais l'histoire de la grand-mère de cette fille et également de leur famille. Ce qu'elle a dit, ça a toujours été soutenu. Et aujourd'hui, sache que c'est elle-même qui te dit d'une manière directe que sa famille est une famille de sorcières. Donc fais attention. Arrête de la fréquenter. J'ai dit à ma grand-mère, pourquoi je vais arrêter de la fréquenter? C'est ma copine. Bah, j'ai toujours été fidèle en amitié. Et ça m'a souvent coûté des choses. Des frais chers. Mais hélas. Alors j'ai continué à fréquenter cette fille. Et j'attendais en même temps les résultats de mes examens. Et on a fini par me dire que je les ai réussis parce que ma mère a fait un coup de fil et nous a fait savoir que les examens étaient positifs. Et donc,
Je l'ai dit à mon entourage, aux amis, on a fêté. Et il se trouve que la copine qui m'avait dit que sa famille était une famille de sorcières a eu un neveu malade, un neveu de peut-être l'âge de 4 ans, 5 ans, tout petit. Et ce neveu-là était hospitalisé. Et ma copine d'enfance, la famille sorcière, est venue me chercher un jour près du crépuscule et m'a dit de l'accompagner à l'hôpital de ma région. Pour aller voir le petit-neveu malade, son petit-neveu. Et ma grand-mère m'a dit, tu y vas? J'ai dit, oui, j'y vais. Elle me dit, bon, je t'aurais averti. Une fois que je suis sortie de la maison familiale avec cette dite copine, on est passé par une grande route montante qu'on appelle, je vais taire ça parce que si je le dis, on saura où c'est. Alors, c'est une grande route, mais montante, assez atypique, bordée par la forêt qu'on appelle la forêt du roi, là-bas dans cette région, et de l'autre côté, bordée par des habitations et un lycée très réputé. Et dans cette configuration-là, nous avons cheminé vers le bout de cette grande avenue afin de pouvoir prendre la voiture qui nous amène à l'hôpital. Mais moi, à mi-chemin, je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Parce qu'il faut savoir aussi que je viens d'une famille de tradipraticiens. Mes grands-parents, mes ancêtres sont très calés en matière de tradipratique. Voilà. Et dès lors, moi-même, j'ai des rêves prémonitoires et des choses, des sensations quand un mal doit m'arriver. Dès lors, ma tête me faisait très mal. Je lui ai dit, je m'arrête là, je ne peux plus continuer pour aller à l'hôpital avec toi. Donc, tu vas dire à ton petit-neveu que je lui souhaite tous mes vœux de rétablissement. Et au retour, viens me donner des nouvelles de ton petit-neveu. Elle m'a dit, ok. Et je suis repartie. Ma grand-mère m'a dit, mais écoute, tu es déjà revenue? J'ai dit, oui, grand-mère, j'avais mal en cours de route. Elle a rigolé. Elle m'a dit, d'accord, donc reste avec moi, je préfère. Mais DMG, je vous dis, excusez-moi de vous tutoyer, je vous dis que à ce moment même, ou quelques petites heures après, j'ai eu une maladie mais rapide. J'avais les yeux rouges, la tête qui me faisait mal, mais tous les symptômes du paludisme, mais en même temps en plus fort, en plus exacerbé. Je me rappelle que ma grand-mère avait son chapelet et faisait des prières, invoquait le Saint-Coran et frappait ça sur ma tête. On a fini par aller à l'hôpital que je devais fréquenter pour aller voir le neveu de la famille sorcière. Et finalement, je suis allée pour quelques heures, accompagnée de ma grand-mère, de mes oncles. On m'a fait des perfusions et autres. Je suis après revenue à la maison. Entre-temps, quand je suis revenue à la maison, j'ai fait un retour de situation parce que j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, le petit neveu de la famille sorcière est venu dans mon rêve me tendre un papier plié, tout blanc, dans lequel il me disait, il y a le Coran. Et il me disait, ma famille veut en finir avec toi. Ma tante qui est venue te chercher pour aller à l'hôpital, pour venir me visiter, est en train de vouloir te sacrifier. Et si tu ne fais pas attention, ils vont te sacrifier. Mais s'ils sont au courant que je t'ai donné ce papier, ils vont me tuer. Et DMG, je me suis réveillée de ce rêve. C'était le petit matin. Et ce petit matin-là, j'ai entendu la famille sorcière crier parce que le petit-neveu à l'hôpital venait de mourir de sa maladie. Mais moi, en rapport avec mon rêve, il m'avait dit, c'est soit moi qu'on sacrifie, et si jamais ils sont au courant qu'il les a balancés, c'est lui qui meurt. Donc le pauvre, il a dû mourir à ma place. Que Dieu ait piqué de son âme. Ceci dit, ma maladie continue à évoluer par contre. L'hôpital disait que c'est fièvre jaune. L'hôpital disait que c'est le paludisme. Tout et n'importe quoi. Et ma mère a dit, amenez mon enfant dans la capitale où on habite, avec mes parents. Parce que ma grand-mère est en région. Amenez mon enfant, je vais m'en occuper. Et papa n'a pas voulu
patienté qu'on m'amène, il a pris sa voiture pour venir me chercher dans cette région, dans la maison de la grand-mère maternelle. Et on m'a amené sur la capitale. Pendant presque les vacances scolaires, au lieu de fêter mon examen, je me suis mise à me soigner. On m'a amené chez un tradipraticien de la capitale qui j'avais connu auparavant. Pour des raisons autres, on m'avait volé mon kimono de karaté. Et à ce moment-là, j'étais fâchée, je voulais savoir qui était le voleur. Et ça lui a fait rire. Donc il m'avait dit, bon tiens, maintenant on devient amis. Et parce que j'ai fini par trouver mon kimono, j'ai su qu'il a volé. On est devenus amis, il m'aimait beaucoup. Donc il a dit, dès que je suis arrivée, ma maman m'a amené là-bas. Mon ami tradipraticien a dit, mais toi, qu'est-ce que tu es parti faire avec cette fille dans cette avenue montante-là, dans la région de chez ta grand-mère? J'ai dit, écoute, comment tu sais? Il me dit, écoute, moi aussi j'ai mes connaissances. Alors je lui ai dit oui, je voulais l'accompagner à l'hôpital. Elle me dit oui, voilà là-bas où elle a soufflé quelque chose qui t'a touché et tu devais même avoir quelque chose de plus grave, mais tu as la tête quoi. Comme on dit chez moi, machallah, tu as la tête, c'est pour cela. Tu n'as pas eu plus de conséquences que cela. Mais ce n'est pas une maladie de l'hôpital, c'est une maladie mystique. Je vais te donner des feuilles sur lesquelles je vais écrire le Coran et après, chaque soir, il va falloir l'allumer avec des brins d'allumettes et respirer la fumée. DMG, pour une personne qui était restée pendant toutes les vacances, à avoir des difficultés à aller jouer avec ses camarades de la capitale, dès que j'ai fait ça, en 3 jours, je me suis sentie très bien. Mais très bien. Et là, j'ai compris que finalement, nos tradipraticiens, là, il y en a de bons, comme il y en a des charlatans. Mais en tout cas, moralité de l'histoire, il faut toujours écouter nos ancêtres, nos aînés, ne pas être têtu. J'ai été têtu, j'ai accompagné cette amie et on m'a soufflé une maladie en cours de route qui a failli m'emporter. Fort heureusement, je viens d'une famille assez calée en matière de mystique parce que moi, mes grands-parents soignaient des malades de tout genre. Et ça m'a aidé aussi, et grâce à l'aide de Dieu et mes propres pouvoirs et également les précautions prises par mes parents, je m'en suis sortie. Mais j'aurais bien fait d'écouter ma grand-mère, paix à son âme. Je ne serais pas sortie de cette maison, je n'aurais pas eu cette affaire-là, cette maladie-là. Mais bon, il fallait passer par là pour savoir que ma copine de la famille sorcière était calibrée, quoi. Voilà. Ceci dit, que Dieu nous garde. Le dehors, comme on dit, est toujours incertain. Même l'intérieur également. Donc que Dieu nous garde. Écoutons nos aînés. À bon entendeur, salut la citoyenne africaine au plaisir d'une autre histoire. Likez, commentez, comme on dit, et écoutez, prenez les histoires comme des conseils. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, ou bonjour, ça dépend de l'endroit du monde où vous vous trouvez. Je prie que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées en abondance. Que cette paix qui surpasse tout entendement vous soit accordée de la part de Jésus-Christ. Amen. J'avais déjà envoyé certaines histoires qui n'ont pas encore été... Je n'ai pas encore entendu. Donc j'envoie encore une autre, une différente cette fois-ci. Je salue tout le monde. Je vous encourage à soutenir la page. Mettez beaucoup de likes et commentez. Comme DMGM le dit, commentez les histoires H1, H2, H3 et dites ce que vous aimez, si vous avez des questions ou des suggestions ou des commentaires. On reste poli, on reste courtois. Mon histoire s'intitule Le fantôme de mon épouse vient constamment me rendre visite. Cette histoire, je l'ai entendue de l'un de nos professeurs lorsque nous étions encore à l'école. Les instituteurs habitaient au sein de l'école. Donc le directeur de l'école a eu à perdre son épouse
Et il s'est avéré qu'après, cette dernière venait constamment à la maison. Mais quand le directeur s'est remarié, il n'a pas fait cas à sa nouvelle femme. Donc un jour, lui s'était absenté pour aller à une réunion qui s'est terminée très tard. Donc la dame était seule à la maison. Il faisait déjà nuit. Donc elle a tout fermé. Elle s'est couchée. Donc à un moment de la nuit, elle dit qu'elle sent qu'il y a des pas qui se font entendre dans la chambre. Le chambre a couché d'abord dans la maison, ensuite dans la chambre. Les portes s'ouvrent, se referment. Donc ça l'a un peu intriguée. Elle est sortie, elle a regardé. Elle a cru d'abord que c'était son mari, donc ça ne l'a pas inquiétée. Elle n'a pas d'abord réagi, mais elle a vu que la personne ne vient pas dans la chambre. Donc elle a regardé, elle a vu qu'il n'y avait personne. Les chambres s'ouvraient, se fermaient, il n'y avait personne, donc elle est revenue se coucher. Et à un moment, elle sent comme si quelqu'un qui s'assoit sur le lit. Donc quand vous êtes assis, vous voyez que le lit s'affaisse, là, on sent que quelqu'un est assis à côté. Donc c'est la même chose. Le lit s'est un peu affaissé. Donc elle a senti que quelqu'un était assis. La porte n'a pas été cette fois-ci ouverte, la chambre n'a pas été ouverte, mais elle sent que quelqu'un est assis, qu'une personne assise à côté. Donc elle regarde, elle voit personne, ça l'a un peu effrayée, donc elle est restée immobile, quasi congelée dans son coin, sans parler, sans rien faire. Et comme son mari, le directeur, il aime beaucoup boire du thé ou du café lorsque il veut se coucher, donc elle avait déjà préparé le nécessaire pour le café, la théière avec l'eau chaude, la thermos avec l'eau chaude était là, le café, le sucre, le lait, tout était déposé. Dans un certain moment, vous voyez le bruit que l'eau fait lorsqu'on la verse dans une tasse. Donc elle sent cette eau la verser dans la tasse, comme si quelqu'un se servait. Elle entend ce bruit dans la tasse. Elle est couchée pendant ce temps. Elle tourne la tête, elle ne voit toujours personne. Donc elle est figée sur place, quasi arrête de respirer. Et elle voit que la personne se sert, l'eau est mise, le nécessaire, c'est-à-dire le café, le sucre, le lait, tout est mis pour faire du café. Et elle sent remuer la cuillère, le bruit de la cuillère sur la tasse. Tout ça, elle est couchée, elle entend. Et ensuite, le bruit de quelqu'un qui boit le café. Elle est couchée, elle est toute pétrifiée. Elle dit qu'elle ose à peine respirer. Donc pendant ce temps, elle est couchée, elle prie. Tout son souhait, c'est que son mari vienne vite. Elle est couchée, elle ne sait pas ce qu'il y a. Donc peu de temps après, pendant que la personne a fini de boire le thé, elle marchait, ou le café, peu importe, la personne marchait encore dans la chambre, faisait les 100 pas dans la chambre, les allées et venues. Et sans seulement que elle entend le bruit de moteur de son mari. Elle n'ose pas bouger. Elle est toujours couchée. Et peu de temps après, son mari fait son entrée dans la chambre. Dès qu'elle voit son mari, elle lui saute dessus. Et quasi en pleurs, lui explique, je ne sais pas ce qu'il y a. Elle lui explique toute l'histoire. Depuis, il y a du bruit. Il y a quelqu'un qui est dans la chambre, qui est encore là. Elle s'assise sur le lit. Elle s'est servi du café. Elle a bu tout et tout. Le mari comprend aussitôt, puisque lui, il savait que sa femme, l'esprit de sa femme venait de temps en temps. Donc, il calme d'abord son épouse et il fait des prières pour apaiser l'esprit de sa femme. Il prie un bon moment et tout se calme, on n'entend plus rien, on voit plus rien, on constate plus rien de paranormal. Donc maintenant, il explique à sa femme. Elle lui dit oui, effectivement, c'est l'esprit de ma femme qui vient de temps en temps. J'avais oublié de t'en parler. Et qui lui dit, wow, ça tu peux pas oublier de me le dire. J'ai failli me faire dessus. Je me demande si je n'allais pas mourir. J'avais tellement peur. Elle lui explique tout ce qui s'est passé et qu'elle n'en revenait pas. Elle a failli mourir. Donc le mari qui lui explique que c'est comme ça, la dame vient de temps en temps. Mais qu'il n'y a rien de méchant, elle ne doit pas avoir peur. Donc vraiment, je me demande si, à chaque fois que je raconte l'histoire, je me mets à sa place, je ne sais pas comment j'allais réagir. Donc, si c'est vous, comment vous allez réagir? Moi, je me dis que dès les premiers moments, je serais peut-être sorti, aller attendre dehors, loin de la maison, que mon mari rentre. Si j'étais la femme.
Parce que c'est tellement flippant quand tu imagines, tu es couché et tu vois le lit s'affaisser sans voir personne. Tu entends les pas. Et cette tasse-là, l'eau qui verse et la tasse qui se lève et se redépose. Wow, ça c'est trop. Donc vraiment, c'était mon histoire que l'un de nos professeurs nous a raconté parce que c'était l'école où nous étions que l'histoire s'est passée. Je fréquentais cette école-là et puis le professeur racontait, ça se raconte de génération en génération. Donc cette année-là, ça s'était passé il y avait à peine quelques années et nous on est arrivés. Et l'un des instituteurs, je dis professeur, l'un des instituteurs nous l'a raconté. D'accord, c'était ça, portez-vous bien et TMG, bonne continuation et beaucoup de succès. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour ou bonsoir DMG et à toute la communauté DMG. Il s'agit ici de l'histoire de mon grand-père maternel. J'avais dit tantôt dans des histoires précédentes que je viens d'une famille de tradipraticiens. Mes ancêtres ont eu beaucoup de connaissances dans une région donnée, d'un pays africain donné, et si je donnais le nom, on saurait que je viens de cette famille-là, d'une connaissance très réputée. Malheureusement, à une génération donnée, on n'a pas hérité de ce pouvoir parce que quand le grand-père qui disposait de ce pouvoir et qui l'avait donné de génération à génération, un jour, lors d'une de ces générations, le pouvoir s'est rompu parce que ma grand-mère du côté maternel, la mère de ma mère, voilà, la mère de ma mère, était tellement belle qu'elle ne voulait pas s'accommoder des connaissances mystiques. Dès lors, il n'y avait plus vraiment de gardien du savoir familial. Et mon grand-père maternel était un homme très riche et qui recevait beaucoup de visiteurs dans la maison familiale. À un moment donné, il était sorti et revenu tard dans la nuit. Et c'est une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère maternelle, à savoir sa femme. Et c'est même grand-mère qui m'a élevée, qui me l'a raconté. Donc mon grand-père était rentré tard dans la soirée, et a cru que l'homme qui priait dans la cour de la maison était un de ses visiteurs venus d'une autre région de mon pays. Et comme ils étaient très amis et souvent ils se taquinaient, il y a dit bonsoir. Assalamu alaikum. Il n'a pas eu de réponse. Assalamu alaikum. Il n'a pas eu de réponse. Et il croyait que c'était son ami qui était en train de prier parce qu'il en avait l'apparence. Il lui a dit, bon, écoute, comme aujourd'hui tu fais ton capricieux, voilà ton bonsoir. Et il voulait rentrer dans sa chambre conjugale quand il a vu que la personne qui était en train de prier et qu'il a pris pour son ami visiteur a pris sa natte et a disparu d'un coup. Et comme il est disparu d'un coup, mon grand-père s'est évanoui et il a eu la bouche qui a bougé, basculé vers un autre côté, comme quelqu'un qui aurait fait un AVC, que Dieu nous en préserve. Mais il avait le visage déformé. Et ma grand-mère qui a entendu la chute est sortie pour voir ce qui se passe. Après, on a alerté un peu la maisonnée et on a fait recours à un tradipraticien du quartier. Et ce tradipraticien l'a beaucoup aidé parce que je vous avais dit tantôt au début de l'histoire que venant même d'une famille de tradipraticiens, on avait un peu rompu la culture de se transmettre de pouvoir à pouvoir, de génération à génération, ce pouvoir-là. Hélas,
il y avait quand même certaines connaissances qui résidaient encore au sein de la famille. Aujourd'hui, peut-être on a des rêves prémonitoires, des sensations qui nous montrent qu'on vient d'une certaine famille et donc qui nous préservent un peu de ce dehors terrible, ou même parfois de cet intérieur terrible, parce que ce qui s'est passé avec mon grand-père, c'est dans sa maison. Et sa rencontre, ce n'était pas avec son ami dont il a cru, avec qui il parlait. C'était plutôt le génie de la maison. C'est quand il s'est réveillé de sa chute et que le praticien qui a été alerté l'a aidé à retrouver la mobilité de sa bouche et à récupérer la parole. Il a raconté l'histoire à ma grand-mère qui me l'a confiée plus tard. Et ce grand-père a dit qu'il a cru qu'il a parlé à son ami. Or, c'était le génie de la maison. Donc, moralité de l'histoire, soyons familiers, si l'on veut, avec son ami ou les uns envers les autres. Mais à des heures tardives de la nuit, quand vous rencontrez une personne dans votre cour, dans votre maison, peut-être que ce n'est pas forcément une personne que vous connaissez. Il peut en avoir l'apparence. Donc, faisons attention ou tenons des propos toujours courtois envers ces personnes que l'on rencontre dans notre cour. Même s'il a juste dit à son ami, comme tu ne peux pas répondre à mon salut en lui ayant dit « Assalamu alaikum », donc à ce moment, voici ton salut, et en claquant sa porte, écoute, il a eu affaire à la réaction inattendue d'un génie qui priait et qui était fâché du fait qu'il lui ait dit que ton bonjour est là ou ton bonsoir est là. Voilà, la moralité. Bon, parfois le dehors, on n'est pas sûr. Ça, beaucoup d'histoires nous l'ont montré, mais parfois aussi l'intérieur même est délicat. C'était la citoyenne africaine. Au plaisir pour une autre histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Et donc, pour la 2e histoire, cette fois-ci, c'est l'histoire d'un oncle. Mais c'est toujours un génie qui est à la base. Un génie des eaux qui est à la base. Donc, nous sommes toujours au village, mais cette fois-ci, c'est un village voisin. Donc, pour arriver dans mon village, comme nous sommes à Njolé, pour ceux qui sont gabonais, qui connaissent, nous sommes à Njolé, donc dans un petit village de Njolé. Et donc, pour arriver à mon village, il faut prendre des embarcations, des hors-bords en fait. Donc, on descend en voiture dans un village et après on prend l'hors-bord pour arriver chez moi. Et l'histoire se passe dans ce village-là justement où on s'arrête en voiture. Donc, c'était toujours pendant les vacances. La population avait remarqué des choses bizarres dans les eaux. Voilà, des choses bizarres dans les eaux. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de voir quelque chose remonter des eaux et puis re-rentrer. Cette chose remontait et redescendait. Mais les villageois avaient déjà compris, puisque c'est quelque chose qui est là depuis. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis dans le village. Donc, les villageois avaient déjà compris que là, il y a quelqu'un qui va disparaître dans le village. Il y a quelqu'un qui va disparaître dans le village. Les villageois savaient que c'était un génie qui était là. Et ils venaient réclamer, en fait, sa pension humaine, en fait. Sa pension de sang. Et donc, ce jour-là, il y avait plein de petits garçons qui se lavaient dans leur débarcadère là-bas, en fait. Donc, ils se lavaient, on lavait les habits, tout ça. Et le garçon qui a failli être pris, il est en train de se laver. Et il se lave, il se lave à côté des canaux. Des canaux, des embarcations, là, des pirogues, il se lave là. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il sent comment il est saisi par la jambe, au niveau de la cheville. Il est saisi par la jambe. Et il sent comment il est en train d'être tiré vers le large. Il est en train d'être tiré. C'est comme ça qu'il se met à crier. Oh! Les gens viennent.
C'est comme ça que les gens viennent pour l'aider. Les gens ont attrapé la main pour le sortir, mais personne n'arrive à tout le monde est entraîné au large, carrément. Tout le monde est entraîné. C'est comme ça que les gens laissent le petit partir. Et il est toujours en train de crier. Les gens sont en train de crier. Oh. Donc, la chose en question avait pris un fil, et attaché ça autour de la cheville du garçon en question. Donc, la chose était en train de tirer, lui lutter, la chose tirait, lui lutter, la chose tirait, lui lutter aussi pour revenir au bord. C'est comme ça qu'un oncle aussi qui venait pour vendre aussi son poisson, quand il vient comme ça, il trouve la scène. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Vous savez, les gens les tontons qui ont grandi au village, là, eux, ils ont le sang, ils ont le sang froid, donc ils font souvent les choses avec une certaine lucidité. Donc c'est comme ça que quand il vient avec le moteur, il attrape le fil. Donc quand il saisit le fil comme ça, il est saisi par une masse. Donc c'est directement une masse, mais il arrive quand même à attraper le fil. Et quand il tire le fil, parce qu'il veut couper avec la machette, quand il tire le fil, il voit un visage d'homme avec beaucoup de cheveux. Donc il voit un visage d'une personne avec beaucoup de cheveux, genre vraiment une touffe de cheveux, genre bizarre, comme des petits serpents comme ça là. C'est ce qu'il voit. Et quand il voit ça, aussitôt il prend la machette, il coupe le fil, il tire le petit garçon, la chose rentre. Mais je vous dis, quand le petit ressort, le fil a été rentré dans sa chair. Donc le fil que le génie en question l'avait attrapé, l'avait attaché avec, est carrément rentré dans sa chair, était déjà en train de le couper la cheville. Voilà. Et après ça, on a dit à mon oncle là que il faut faire attention parce que tu peux être une cible. Tu fais rater à quelqu'un comme ça son déjeuner, c'est que ça va être compliqué pour toi après. Donc voilà pour la deuxième histoire que j'avais à vous partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour à tout le monde, bonjour à toi aussi DMG, à toute ton équipe. L'histoire que je suis venue partager avec vous est relative à un vécu. Je vais y aller très rapidement parce que voilà, je pense qu'il y a un temps. C'est sûr, je vais devoir couper beaucoup de détails, mais c'était une séance d'exorcisme en fait. C'était une séance d'exorcisme durant laquelle, voilà, beaucoup de choses se sont passées, notamment moi-même ma réaction a changé. Il est question d'une amitié ici de près de 20 ans. 20 ans, c'est une grande sœur pour moi. Je l'ai connue dans le milieu professionnel et voilà, c'est une grande sœur, c'est une belle personne. Et en passant, grande sœur, vraiment, s'il te plaît, si jamais tu te connectes à la page DMJ et que tu te reconnais, sache que le but n'était pas de t'indexer, de t'exposer, mais plutôt de juste sensibiliser, voilà, bref, beaucoup de choses dans le genre. S'il te plaît, je t'en supplie. Alors, les femmes et les hommes aussi. Il s'agit d'une petite fille, d'un petit bébé que j'ai connu toute petite, parce que la grande sœur qui et moi, il y a un bon nombre d'années d'écart, près de 8 ans par là. Mais c'est une super amie, c'est plus qu'une amie, comme je dis, c'est une grande sœur. Et on s'est retrouvés à partager tellement de choses que quand elle a commencé à faire ses accouchements, bien avant moi, elle avait eu à renommer beaucoup de membres de sa belle famille. On est en Afrique, vous savez, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et alors, à un moment, elle avait renommé la belle-mère. Je pense que c'était sur la 4e, la petite, la première des filles et son 4e enfant. Et il arrivait souvent qu'elle envoie la petite ambition passer des vacances chez la grand-mère, quoique cette dernière ne l'aimait pas, ne l'appréciait pas, ne l'a jamais appréciée d'ailleurs. Donc, avec le recul, l'enfant rentrait et lui disait maman, vraiment,
Moi, j'aime pas trop aller chez grand-mère. Elle me tâte le ventre dans la nuit parce qu'il arrivait souvent que la petite dorme avec sa bombo. Et je n'aime pas dormir avec grand-mère. Elle me tâte le ventre dans la nuit. Elle parle toute seule. Et puis voilà, il arrivait que quand elle mange, elle donne des choses à l'enfant et tout. Et ma copine me dit, laisse ça. Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce que grand-mère t'aime. C'est normal. Tu es Sambombo et tout et tout. Bref, je passe les détails. Et puis voilà. On est arrivé au stade où la grand-mère est morte. La grand-mère est morte. Donc, les faits se produisent près de 1 an plus tard, par là. Il arrive que ma soeur, là, vivant en appartement, cette grande soeur constate que des fois dans la cuisine de l'appartement, l'enfant est arrivé à allumer un feu de bois. Vous pouvez imaginer ça. Que l'enfant allume un feu de bois en plein appartement. Où s'est-elle procuré du bois? On ne sait pas. Bref. Elle commence à taper sur l'enfant et à partager un peu ce désagrément avec moi. Alors je lui dis que je trouve pas l'histoire très normale. Pourquoi cet enfant pourrait se comporter comme ça? Et surtout qu'elle disait que quand elle interpelle l'enfant, la petite a un regard bizarre, pour dire quoi, bizarre complètement. Et après, il arrive d'autres fois où la petite va prononcer le nom de sa grand-mère, bon bref, à répétition. Donc c'est des choses où elle lui dit, tais-toi, mais qu'est-ce que ça signifie? Bref, tout le temps, elle reprenait l'enfant et au finish, il s'avère qu'un jour, en battant sur l'enfant par rapport à l'attitude que la petite avait, la grand-mère s'est dévoilée. Ça a été du style. Laisse-moi, c'est quoi? Ça, c'était le départ. Elle a senti que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, elle en a parlé à sa maman, qui a commencé à effectuer des recherches. Vous connaissez nos mamans. Et alors, elle a décidé de l'emmener chez un prêtre exorciste. Bref, elles ont marché un peu au début, pasteur, machin. Mais la meilleure amie de cette dernière lui avait conseillé un prêtre exorciste chez lequel elles se sont rendues et qui lui a demandé des personnes sûres. Alors, nous voilà autour d'un cercle. On était environ 9. J'abrège énormément sur l'histoire. On se retrouve autour d'un cercle, on est environ 9. Il y a sa maman, il y a sa grande sœur aînée, il y a elle-même, il y a moi, sa petite sœur par affinité, il y a une autre de ses meilleures amies également. Et il y a les intercesseurs, il y a le prêtre en question. Alors on commence l'histoire. Mon Dieu, je sais pas, mais c'est là que mon souffle se coupe un peu parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, l'enfant là, le prêtre parlait. Je vous passe des détails, mais il parlait. Vous imaginez une séance d'exorcisme vivante. Déjà, je dis mes respects à tout cela, parce que vraiment, c'est quelque chose que tu vis, il n'est pas comme quelque chose qu'on te raconte. L'enfant la sautait sur ses pieds comme une chèvre folle, comme un Satan, voilà. Les choses qu'on voit à la télé, mon Dieu, c'est vrai. Elle sautait. Déjà, quand la séance a commencé, elle était couchée. Elle était couchée parce qu'elle avait perdu les esprits. Quand le prêtre lui avait fait l'imposition d'un voile violet comme ça, la petite elle s'était coulée. Donc, quand on trace le cercle, on la met dedans et on nous fait faire le tour avec les mains tenues, la petite était couchée. Mais quand elle s'est levée, je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais elle était sur ses pieds. Tu ne sentais pas cet enfant, tu ne la sentais pas. Elle sautait comme ça et alors à un moment, elle sautait comme si elle narguait les gens. Donc on aurait dit qu'elle jouait à quelque chose et puis à un moment, plus le prêtre parlait, il a ordonné. Et la petite, enfin, cette vieille femme, parce que je suis en colère, mais c'est une colère, je sais pas, vous êtes des mamans. Cette petite a commencé, enfin cette vieille femme a commencé à crier. Laissez-moi, je ne sors pas, je ne pars pas. Non, je ne sors pas, c'était à la fin. Parce qu'à un moment, j'ai même perdu mes esprits moi-même. Elle a commencé à dire, je ne sors pas. Non, je ne pars pas. Laissez-moi, c'est vous qui m'avez donné le nom. N'est-ce pas, tu savais que je ne t'aimais pas? Tu me forçais pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais me prouver? Hein? Tu ne savais pas que je ne t'aimais pas. Maintenant, alors, tu vas me prouver que tu m'aimes. Aime-moi. Oui, tu vas m'aimer. De toutes les façons, je ne pars pas. Et si je pars, cet enfant meurt. Si je pars avec elle. Je te dis ça. N'est-ce pas, vous aimez entendre? Vous dites ici dehors que vous aimez le mariage, que vous aimez nos enfants.
J'ai accouché mon enfant. La petite a tapé de son ventre, de sa main sur son ventre. J'ai accouché mon enfant. Si j'ai accouché mon enfant, tu étais là, tu connaissais ma douleur, tu savais ce que j'avais décidé, tu es venu me donner le nom, tu es venu me donner le nom, tu ne savais pas que je ne t'aimais pas, tu vas me supporter. Tu sais, mon ami, tu vas me supporter. Oh, oh, tu ne me connais pas. Voilà comment. Bref, je suis vol, quoi. Mais c'était horrible. C'était horrible parce que la petite, je vous jure, c'était pas un enfant, c'était tout sauf un enfant. J'avais jamais vu quelqu'un te posséder à ce point, mais c'est moche. C'est tellement moche que c'est pas simple à expliquer. À un moment, j'ai perdu mes esprits, j'ai pleuré pendant cette séance. Putain, pardon, excusez-moi. J'ai pleuré, voilà. Et je comprenais pas en fait tout ce qui m'arrivait. Je comprenais pas. Après de prier, personne n'a rompu le cercle grâce à Dieu parce que si bien même ça aurait failli être moi. Donc bref, il a prié et quand on avait fait le cercle, il nous avait demandé chacun de prier, de demeurer fort dans sa foi. Donc je faisais vraiment de mon mieux aussi à un moment parce que je vous jure, j'étais sérieusement éprouvée quand je voyais ça. C'est tellement moche que je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est franchement moche. Et donc, du coup, quand le prêtre a soufflé sur cet enfant par la force du Saint-Esprit, la petite, elle s'est, enfin, oui, c'est la petite en fait. Je préfère dire ça. Elle s'est écoulée. Elle s'est écoulée, mais alors, elle est tombée comme un sac. Vous savez, c'est difficile de voir à quel point quelqu'un peut détruire le corps de l'autre en fait. Parce que vous les hommes aussi, je crois que ma grande sœur là, elle avait donné tous ces noms. C'était par amour. Vous savez, on est en Afrique, non? Vous connaissez toutes ces histoires. J'ai donné nom à ma belle-sœur, à mon bel-oncle. Il m'aime bien. J'ai donné Ariton. Les femmes, vraiment, quand on accouche nos enfants, pensons à leur futur. Prenons soin d'eux vraiment, sérieusement. Si on ressent des choses dans nos belles familles, vraiment ne nous gênons pas, parce qu'il y va aussi du bien-être et du futur de ces enfants. Nous sommes tous en pèlerinage sur terre, on ne sait pas qu'est-ce qui a dominé la vie de ces personnes avant qu'on ne les rencontre, on ne sait pas grand-chose. Donc, quoi qu'on les aime, quoi qu'ils fassent mine de nous apprécier, n'exposons pas autant nos enfants, je vous en supplie. Donc, c'est comme ça que on s'est retrouvé dans une situation où la petite s'est écoulée, boum, comme un vieil animal. Je ne sais pas pour ceux qui ont vécu avec des chiens qui ont atteint leur maturité. Quand ces animaux tombent sur eux, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est cassé? On te dit, c'est le chien qui s'affalait. En fait, c'était de ça. Mais imaginez, peut-être 2 fois plus que ça. La façon dont elle est tombée. Et alors, le prêtre et le papa et un intercesseur soulèvent la petite. Mais la rigidité, mon Dieu, les vieux os de la sorcellerie, les vieux os de la possession. L'enfant là, elle se les pesait comme un cercueil. Tant bien que mal, les hommes sont allés la déposer parce que c'est une histoire récente dont la petite est encore en séance. La grand-mère n'est pas sortie. Ce n'était pas la première séance d'exorcisme, mais c'était la première à laquelle j'ai participé. C'était la première où on a tous formé un cercle comme ça. Je ne sais pas si j'aurai la force d'y retourner. Je ne sais pas, en fait, beaucoup de choses. Vous savez, quand même, après près de 20 ans d'amitié, en même temps, je me sens tenue par ça, d'assister, de soutenir du mieux que je peux. Bon, bref, voilà, je vous passe les détails de notre relation intime. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'était que je vous en prie, les femmes, enfin ce matin, c'était que je vous en prie, les femmes, les hommes aussi, soutenez vos partenaires. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais à Bazoudi, j'étais dans les VAPS. J'ai pleuré en racontant ça à mon partenaire de vie. Et je me suis dit merci Seigneur parce que quand on avait fait le choix, tout délibérément comme ça, de ne pas donner de nom aux gens, il nous disait pourquoi vous êtes égoïste comme ça et tout, bref. On s'était dit non, chacun a son histoire avec Dieu, chacun a sa réalité sur terre. Nous-mêmes on porte des noms, je vous promets que parfois quand il nous arrive des choses dans la vie, on se demande d'où est-ce que ça sort.
Donc, à combien plus forte raison commencer à renommer les enfants tout le temps? Donc, bref, ce qui est, c'est que voilà pour la petite histoire. Je sais pas, j'ai essayé de faire court, mais vous-même les femmes aussi, vous aussi les hommes, arrangez-vous dans vos couples et comprenez vos partenaires et pensez au futur de vos enfants. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu, ce que vous avez dépassé. Pensez à ce qui reste à venir avant de prendre des décisions, avant de faire des choix. C'est important parce que l'Afrique a tellement de mystères, l'Afrique a ses mystères. Voilà une maman qui va dire qu'elle aimait son fils, mais qui se résout à détruire la vie de l'enfant de son fils parce qu'elle détestait sa belle-fille. Elle ne sait plus que c'est l'enfant de son fils. Dans sa tête, c'est que je vais travailler cette femme. Et c'est dommage parce que cette belle-mère, elle est morte aujourd'hui. Donc l'histoire est longue. Quand elle fait des promesses en tant qu'esprit du genre, si je pars avec elle. On parle quand même de l'enfant de quelqu'un. On parle de la douleur d'une autre femme. On parle d'un sacrifice fait par amour, de donner le nom de quelqu'un d'autre à ton enfant. Les mamans, là, je vous en prie, si vous écoutez les MJ, ne faites pas ça. Aussi sorcière que vous puissiez être, vraiment, ne faites pas ça. Bon, bref, voilà. Je vais m'arrêter là. Merci, BMJ, pour ton concept. Merci à tous ceux qui témoignent de leurs histoires. On connaît tous la suite. Partageons, édifions-nous les uns les autres. Likons, encourageons notre frère. Et vraiment, assagissons-nous surtout par rapport à toutes ces histoires de vie. Parce que c'est un quotidien vraiment qui semble banal, mais qui nous aide tous. Merci mon frère, que Dieu te bénisse, toi aussi et toute ta communauté. Et bonne continuation. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. Bonsoir. Je vais me nommer Mélissa, dans la ville de Douala. Je vais vous raconter mon histoire d'une bague magique. J'avais 17 ans. Je suis allée en vacances chez ma tante. Arrivée chez ma tante, alors, ma soeur avec une bague. On avait l'habitude de s'échanger les choses. Donc j'ai pris sa bague, j'ai porté. Comme je suis encore en vacances, il n'y avait pas de problème. J'ai pris sa bague, j'ai porté. Arrivé chez nous, 3 jours plus tard, en dormant, j'enlevais la bague, je déposais. Puis je reportais. Un beau matin, en me levant, je voulais travailler. J'enlève la bague ne veut pas quitter. Je dis à ma mère que, maman, comme tu vois, j'ai une bague là sur la main depuis la rentrée des vacances. Mais je n'arrive plus à enlever la bague là aujourd'hui. Ma mère me dit que c'est un petit problème. Prends le savon que tu mets sur la bague, ça va quitter. Je mets le savon, ça ne quitte pas. Je vois ma voisine, je dis aussi à ma voisine que, comme tu vois là, j'ai porté une bague. Et la bague refuse de quitter sur ma main. Ma voisine essaye d'enlever la bague avec toute tentative. Ça n'arrive pas toujours. 2, 3 jours, mon doigt commençait à gonfler. Ça sentait. Et vous êtes assis là en route. Je passe avec mon doigt, avec la bague là sur le doigt. Vous allez humer l'odeur du doigt. Un soir, mon père rentre. La douleur, j'avais tellement mal. Je dis à mon père que j'ai une bague sur le doigt et qui refuse de sortir. Mon père essaye d'enlever la bague, ça ne va pas. Il essaye d'enlever la bague, ça ne va pas. Il a pris l'eau bénie et le sel béni. Il a versé sur mon doigt. Quand il a versé sur mon doigt, on a fait peut-être 30 minutes de prière. Il a retiré la bague est quittée. En quittant, ça avait déjà rongé tout mon doigt. Jusqu'on voit mon doigt, on voit seulement l'os du doigt. Juste pour vous dire que les colis là, quand vous voyez les choses des gens, ne touchez pas. Surtout les choses comme les bagues, parce que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui ont été victimes des bagues. Et comme enlever la bague là, un frère m'a dit ceci, que la bague était destinée pour ma soeur.
Et moi, je suis venue porter la malchance de ma soeur. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonjour tout le monde. L'histoire, ça se passe au Cameroun. Bref, ça commence au Cameroun. C'est quelque chose que peut-être un membre de la famille a décidé pour les enfants de la famille. Donc, c'est l'histoire de 5 sœurs, 5 ou 6. Bon, il y a une qui m'échappe, mais les 5 là, je connais. Il y a une qui m'échappe un peu. Elles sont 5 sœurs, très, très intelligentes, très, très braves à l'école. Il y en a qui sont, elles sont toutes vivantes, à ce que je sache. Il y en a qui sont, je pense, 2 ou 3 ont des doctorats. Et les autres ont, mais les maîtrises. En tout cas, c'est une famille de brillantes. La majorité des gens qui sont de cette famille-là sont très, très intelligentes. Surtout les femmes en particulier. Elles sont très, très, très intelligentes à l'école. Je dis bien que je pense que elles sont 5 ou 6 sœurs. Et parmi les 5 ou 6 sœurs, 2 ou 3 sont docteurs. Les autres sont... chacun a réussi, au fait. Chacun est bien positionné. Mais il y a un problème. Donc, le problème, c'est que apparemment, les filles ne doivent pas se marier et elles ne doivent pas faire plus de 2 enfants. Je pense que la personne qui a fait cette sorcellerie-là a décidé que les filles ne devaient pas en premier se marier et les filles ne devaient pas faire plus d'1 enfant. Donc, chaque fille au maximum, elle doit avoir un seul enfant. Donc, les filles, elles vivent de toute enfance. Et il y a 2 ou 3 qui décident d'aller au Canada. Et elles font de braves études là-bas aussi. Elles ont toujours réussi. Elles sont très bien. Celles qui sont restées en France aussi ont de très, très bons postes. Elles ont une bonne vie. Aucune d'elles ne souffre. Seulement, il y a la dernière. C'est une fille qui est très, très, très intelligente et elle perce peut-être que son étoile. Elle est d'ailleurs la plus belle, hein, elle est la plus jolie, la plus sophistiquée, la plus émancipée. Et elle a la tête, elle réfléchit comme les Européennes parce que, à vrai dire, c'est elle qui arrive étant très très jeune. Elle arrive, elle est la plus jeune, elle arrive aussi jeune à l'étranger. Donc, quand elle fait ses études, elle quitte pour la France pour aller s'installer au Canada. Elle a beaucoup de réussite là-bas. Et puis, ce qui se passe, elle s'installe bien. Donc, les sœurs viennent la visiter. Elle voit comment elle évolue. Un jour, elle était en communication avec un mec qu'elle a laissé en France, qui vivait à Paris. Elle avait une relation avec le mec. Elle décide qu'elle va retourner voir son mec parce que je pense qu'ils avaient causé à distance. Ils avaient des projets de faire une vie ensemble. Et elle avait déjà fait un enfant euh, et, et quand elle arrive en France, elle annonce bien à ses soeurs qu'elle va venir en France et que son mec veut lui demander un mariage et tout, et tout, et tout, et tout. Elle ne savait pas que ses soeurs n'allaient pas accepter. Bon, elle savait que ses soeurs n'étaient pas mariées, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Donc, elle arrive chez son mec en France, elle quitte le Canada pour aller en France. Elle retourne en France, dans la ville où elle a grandi d'ailleurs. Elle arrive, elle rencontre le mec avec qui elle a amouraché, s'est amouraché quand elle était jeune. Ils discutent, le mec lui dit oui, je vais aller voir la famille, je veux t'épouser, je veux demander la main, je veux que ça se passe bien entre toi et moi. Elle était toute heureuse. Elle se disait qu'elle était chanceuse parce que elle était la seule qui
qui avait cette demande de mariage-là, qui allait peut-être avoir la chance de se marier. Donc, elle avertit ses sœurs que, bon, demain, je viens à la maison, je vais venir vous voir en matinée, je suis là, je suis bien arrivée, je viens vous voir en matinée. Donc, ses sœurs sont d'accord, elle arrive chez sa grande sœur. J'insiste encore que c'est elle la dernière. Elle arrive chez sa grande sœur, elle trouve toutes ses autres sœurs là-bas. Toutes ses autres sœurs sont là-bas. Elles sont, je pense, 5 femmes. Elles sont en train de l'attendre. Alors, quand elle arrive, ça, c'est ce qu'elle me raconte, elle-même. Parce qu'elle est aussi ma cousine. Elle est mon amie, mais elle est aussi ma cousine. Quand elle arrive, autant pour moi, elle rentre au salon, elle trouve ses sœurs assises, et ses sœurs lui disent d'aller dans la cuisine, directement. Aller dans la cuisine, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Parce qu'elle venait juste faire des préparatifs parce qu'elle voulait que son fiancé en question vienne voir la famille le soir. Donc, elle arrive le matin, elle se dit qu'elles vont aller faire des courses, elles vont préparer, elles vont arranger la maison et elles vont organiser comment on va venir demander sa main. Elle arrive dans la cuisine, elle trouve un monsieur là-bas, un monsieur avec un accent de l'Afrique de l'Ouest. Et précisément, c'était un Béninois. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'était un Béninois. Le monsieur, il y avait plein de choses que le monsieur est en train de faire là-bas dans la cuisine. Le monsieur lui demande, oui, asseyez-vous. Le monsieur commence à lui poser des questions. Le monsieur commence à lui donner des trucs. Elle était d'abord étonnée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elles ne se sont pas convenues sur la visite de ce monsieur. Donc, quand elle arrive, elle est d'abord surprise. Le monsieur est en train de faire toutes sortes d'écorces, les plantes, toutes sortes de gris-gris dans la cuisine. Il est en train de performer, au fait, en train de faire son boulot. Elle était étonnée. Elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Elle demande à ses soeurs, mais il y a quoi? Elle appelle ses soeurs. Ses soeurs lui disent, fais ce que le monsieur va te demander de faire. Elle ne comprenait pas, elle ne voulait pas faire. Elle était vraiment toute sérieuse. Le monsieur l'a touchée avec ces trucs-là qu'il avait, mais elle ne voulait pas de ça. Elle ne comprenait pas, elle n'était vraiment pas à l'aise. Parce qu'elle était surprise. Ça la trouve par surprise, elle est choquée, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi? Et après, bref, elle se lève, elle dit non, moi je vais aller m'asseoir au salon, je vais causer avec ma soeur, je vais comprendre ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si ce que monsieur a fait là-bas avait son nom et tout et tout. Elle se met au salon, elle cause, elle discute avec ses sœurs. Ses sœurs lui disent qu'elles ne veulent pas qu'elle vienne avec le fiancé pour se marier. Elle refuse la relation avec l'homme. Elles ne veulent pas cette relation-là. Elle pose la question, mais pourquoi vous ne voulez pas? Il se passe quoi? Est-ce que le mec, il a fait quelque chose qui est mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant que moi, je n'étais pas là? Il est en France avec vous. Moi, je n'étais pas en France pendant longtemps, j'étais au Canada, mais qu'est-ce qui se passe, lui, au moins en cause? Il ne m'a pas dit qu'il y avait un souci, il ne m'avait pas dit qu'il y a un problème. Et ce soir, lui aussi, là, il s'apprête à venir avec sa famille, avec ses amis, pour venir demander la main. Alors, il se passe quoi? Il y a quoi? Elle ne comprenait pas. Donc, apparemment, dès qu'elle va, elle se lève, elle quitte, elle retourne dans l'appartement de son fiancé en question. Quand elle arrive là-bas, elle trouve son fiancé là. Farouche. Farouche. Le fiancé lui dit, écoute, moi, je ne veux plus que la relation là continue. Comme tu me dis que tes sœurs aussi ne veulent pas que la relation continue, moi aussi je ne veux pas que la relation continue. Tes sœurs ne veulent pas qu'on se marie, moi-même je ne veux pas. Donc, elle discute avec son fiancé et elle essaie de se mettre à l'aise avec son fiancé à discuter. À sa grande surprise, quand le mec se réveille le matin, il emballe tous ses trucs. Il lui dit, remets tes trucs dans ta valise, tu as déjà fait 5 jours chez moi, remets tous tes trucs dans ta valise et sors de chez moi.
ne reviens plus jamais chez moi. Quand elle m'a raconté ça, j'étais sidérée. Donc apparemment, ce que ses sœurs ont amené le monsieur pour faire dans la maison, c'était pour anéantir sa relation avec son fiancé. C'était pour casser la relation avec son fiancé que ses sœurs ont fait venir le charlatan dans la maison. La relation avec son fiancé s'est terminée. Elle a pris sa valise, elle est rentrée chez ses sœurs. Elle est partie. Elle a fait encore, je pense, 2 jours chez ses sœurs. Elle a pris l'avion, elle est repartie au Canada. Pendant qu'elle est au Canada, elle rencontre quelqu'un d'autre. Ils font une relation. Je pense qu'elle rencontre plutôt la personne aux États-Unis. Hein. Ils ont une relation. Ça se passe bien, elle tombe enceinte. Là, je tiens à préciser qu'elle avait déjà fait une première fille. Et là, maintenant, elle tombe enceinte pour un deuxième enfant. Et dès que ses sœurs apprennent qu'elle est enceinte, 3 mois plus tard, c'est là où la vraie guerre déclenche. Ses sœurs déclenchent une guerre. Moi, je n'étais pas au courant. Je causais avec elle de temps en temps au téléphone. Mais je n'étais pas au courant, je n'étais pas près d'elle. Mais le jour que je me suis levée pour aller la visiter, c'est là où elle s'est assise. Elle m'a raconté tout. Elle m'a dit, parce qu'elle était devenue extrêmement malade. Elle avait mal au bras. Il était question qu'on coupe le bras. Elle a eu mal au bras. On ne savait pas d'où la douleur venait. On surveillait, on regardait, on faisait les scanners à l'hôpital, elle faisait toutes sortes de traitements. Ça montrait qu'elle avait mal au bras, mais on n'arrivait pas à déterminer quelle maladie elle avait. Elle a attrapé soit le cancer des os, et on voulait même couper son bras à l'hôpital. Au fait, la femme était extrêmement malade. C'est quand moi je me lève pour aller visiter cette dame qu'elle me raconte tous ces détails-là. Elle me dit qu'elle est entre la vie et la mort. Mais elle priait. C'est cette femme qui m'a même mise dans les histoires de prêtres exorcistes. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle allait voir les prêtres anglophones là, de partout là, dans sa ville. Ils faisaient des prières, elle priait. Elle allait à l'hôpital, elle priait. Et elle avait sa première fille qui était déjà là, elle était encore enceinte. Pour qu'elle accouche, c'était tout un problème. Cette femme a été extrêmement malade. Elle a été tellement malade que j'avais pitié. Elle avait été... C'était une catastrophe. Elle a fait plus de 2 ans de maladie. Il y avait des périodes de coma, entre autres. Elle a été très malade. C'est là où je pense, pendant sa maladie, que ses sœurs ont commencé à appeler petit à petit pour lui dire que oui, on a dit qu'on ne devait pas se marier, on a dit qu'on ne devait pas avoir plus d'un enfant. Te voilà encore enceinte pour aller faire un deuxième enfant, alors qu'on a dit qu'on ne devait pas faire plus d'un enfant. On devait juste maximum 1 chacune et on ne devait pas se marier. C'est là où elle se révolte contre ses sœurs. Elle dit qui? On mit pour qui? On mit pour qui? Qui a dit qu'on ne peut pas se marier? Qui a dit qu'on ne peut pas? Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que je vous ai dit qu'elle est arrivée très jeune en France. Elle a grandi avec la mentalité européenne. Donc, elle quitte maintenant pour aller au Canada. Elle a cette mentalité européenne. Et alors, quand elle arrive au Canada, elle a la mentalité canadienne, elle a la mentalité américaine. Elle n'a pas les histoires africaines où on dit non, ça. Donc, elle était vraiment révoltée contre ses sœurs. Ça fait des guerres, des clashs, ça fait vraiment une guerre interfamiliale. Mais après, quand elle accouche et quelques années plus tard, ses sœurs sont allées lui demander pardon. Donc c'est toujours elle qui m'appelait au téléphone pour me raconter. Ses sœurs sont venues lui demander pardon pour dire que toutes ses grandes sœurs ont cotisé de l'argent pour faire venir un Béninois, pour que le Béninois doit la gâter, pour que le Béninois doit l'ensorceler, lui lancer un mauvais sort. Donc, elles ont toutes cotisé de l'argent pour que le type vienne faire le mauvais boulot, le sale boulot, pour la rendre malade. Moi, je pense que, ça c'est moi qui le dis, que elles ont payé le monsieur pour venir la tuer.
Ça, c'est moi qui le dis. Elles ont payé le monsieur pour venir la tuer. C'est parce que comme elle était trop dans la prière, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on néglige la prière. Pendant qu'elle était dans cette maladie-là, elle avait des pasteurs qui priaient pour elle. Elle avait toujours des trucs de prière. Le jour qu'elle peut se lever comme ça, elle est toujours dans la prière. Elle va dans les églises réveillées. Elle était tout le temps dans les prières. C'est ça qui l'a sauvée. Après, ses sœurs, je pense 5 ans plus tard, elles sont reconcertées, elles ont demandé pardon à tour de rôle. Une est venue s'installer chez elle, elle a demandé pardon, elle a expliqué tout ce qui s'était passé. L'autre est aussi venue, elle a expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, c'est leur grand-mère. C'est leur grand-mère qui avait décidé qu'elle ne devrait pas se marier. Et ça, c'est une histoire qui est fréquente chez les Bantous. C'est une histoire qui est souvent fréquente chez les Bantous, surtout les Bantous du Cameroun, où on décide que les filles ne doivent pas marier, soit on dit que les filles ne doivent pas faire des enfants. Je ne sais pas c'est quelle sorcellerie. Même moi-même, chez moi, il y a ça. On décide que soit vous ne faites pas des enfants, soit vous ne pouvez pas vous marier. Donc, on vous bloque avec des histoires mystiques. Donc voilà, c'est pour dire que vraiment la prière aide. Cette femme a failli mourir. Moi, j'ai vu cette femme. J'étais terrorisée moi-même de voir que ce sont ses propres sœurs qui payent quelqu'un pour la tuer. Et après, quand elles sont venues faire des larmes de crocodile, genre on demande pardon. Moi, je ne croyais plus à ce pardon-là. Je les regardais avec les princesses. La preuve, quand je me mariais à Paris, elle me donne le numéro de téléphone de sa sœur. Elle me dit qu'elle ne peut pas venir à mon mariage et que c'est sa sœur là qui doit venir la représenter. Ah! Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, ta sœur va venir représenter qui? Jamais. Elle a oublié qu'elle m'avait déjà raconté cette histoire-là, que comment ses sœurs étaient des sorcières, elles ont payé un type pour venir l'anéantir et tout. Je me suis dit, non, si elles sont contre le mariage, ton mariage, tu penses qu'elles vont être heureuses de me voir mariée? Non, elles ne seront pas heureuses. Je ne les ai jamais invitées. Même les autres sœurs qui m'appelaient pour me dire des félicitations, ceci, cela. C'était vraiment vu et ignoré. J'écoutais et j'ignorais. Je savais que c'était de l'hypocrisie, elles faisaient juste semblant. Mais c'était des méchantes femmes. Et elles sont encore moi, je les considère encore comme des méchantes femmes, même si elles ont demandé pardon. Parce que si elle était morte, pendant qu'elle a été malade, elle a été malade pendant plus de 2 ans. 3 ans, la femme a été malade, gravement malade. Si elle mourait, elle ne serait pas venue là pour faire je demande pardon et tout et tout. Elles lui ont voulu la mort, donc après, il ne faut pas venir jouer les hypocrites. Donc voilà pour l'histoire, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.